Un milliardaire criait sur une serveuse. Puis elle dit quelque chose, et un silence choquant s'installa. Dans un restaurant de luxe, la serveuse Véronique fait face à Carson Hale, un milliardaire influent, rude, habitué à l'impunité. Mais lorsqu'il l'humilie publiquement, elle ne recule pas, ne répond pas par l'impolitesse ni la dispute, elle répond calmement et avec humanité. Avant de commencer l'histoire, écrivez dans les commentaires de quelle région du monde vous regardez aujourd'hui. Si quelqu'un avait su ce que cette phrase allait provoquer, peut-être que la salle serait devenue silencieuse avant même que Carson Hale ouvre la bouche. Mais la soirée avait commencé comme tant d'autres, et personne ne savait que ce soir-là, quelqu'un cesserait d'avoir peur. Il pleuvait depuis des heures. La pluie ne cessait pas, frappant le toit de la voiture, les parapluies, les vitres. Le restaurant, la table des Champs-Élysées, un endroit où l'on servait le homard avant même l'eau, était rempli à craquer. Dehors, des voitures aux vitres teintées attendaient, et dans le vestiaire flottait une odeur de parfum coûteux et de cuir mouillé. Véronique était au comptoir, vérifiant la commande pour la table située près de la fenêtre. 3 hommes y étaient assis, l'un au centre, avec des pommettes marquées, des cheveux argentés, et un visage connu dans tout le pays. Carson Hale, magnate des médias, propriétaire du plus grand réseau télévisé et de dizaines de magazines. On racontait qu'il avait déjà licencié quelqu'un pour avoir toussé à l'antenne. Les serveurs évitaient généralement de croiser son regard. Carson fit sa commande rapidement, sans regarder Véronique. Il prit le menu, le feuilleta comme s'il signait des papiers bancaires, puis le posa sur la table. Un steak à point sans accompagnement, du vin rouge français. Mieux vaut te taire si tu ne connais pas la différence, dit-il en regardant son téléphone. Véronique hocha la tête. Elle acquiesçait toujours sans parler inutilement. Son carnet était bien organisé et sa démarche rapide mais silencieuse. En 3 ans au restaurant, elle avait vu beaucoup de choses. Des gens qui commençaient la soirée avec un sourire et la finissaient en crise. Des hommes qui commandaient des plats chers mais oubliaient le nom de leur femme. Des femmes qui pleuraient dans les toilettes avant de retourner à leur table. Elle apporta la commande 20 minutes plus tard. Le steak était préparé comme demandé, la sauce servie à part, le vin à température ambiante. Elle posa l'assiette devant Hale sans interrompre la conversation. Il ne regarda pas. Il coupa un morceau, le mâcha, puis soudain leva la tête. « Tu m'as apporté un steak à point, » dit-il, alors que j'avais clairement demandé à point saignant. Ce n'est pas juste une erreur, c'est une insulte. Ce n'est pas un dîner, c'est un crachat au visage. Le silence s'abattit dans la salle, même la musique de fond sembla baisser. 2 tables voisines se turent. Les regards se tournèrent vers les serveurs, attendant leur réaction. D'ordinaire, les serveurs s'excusaient, promettaient de corriger l'erreur, puis s'éloignaient rapidement, évitant de se faire remarquer à nouveau. Mais Véronique ne s'excusa pas tout de suite. Elle regardait Hale droit dans les yeux, et garda le silence juste assez longtemps pour que le silence devienne palpable. « Je suis désolée, » dit-elle calmement, « je vais vérifier en cuisine s'il y a eu une erreur, mais si vous me permettez. » Elle se pencha un peu en avant. « Nous faisons tous des erreurs. J'essaie de traiter tout le monde avec respect, que ce soit avec un sandwich ou une langoustine. Et vous pouvez faire de même. » Ces mots étaient doux, sans défi ni pression. Elle ne disputait pas, elle rappelait simplement. Et il se figea. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais n'en eut pas la force. Ses lèvres tremblèrent. Il la regarda comme un problème dont il manquait une pièce. Puis il se leva, sans regarder ses compagnons, la salle, ni la serveuse, et partit sans attendre le 2e plat, sans payer. Quand il disparut derrière la porte vitrée du restaurant, un silence particulier s'installa, non pas de peur, mais d'étonnement. Les gens échangèrent des regards mais gardèrent le silence. Personne ne savait quoi dire. Un des hommes à la table de Hale murmura « T'es folle, gamine !» Mais Véronique ne répondit pas. Elle débarrassa l'assiette et alla en cuisine. Là, il faisait chaud, ça sentait la viande, la crème et l'origan. « Tout va bien ?» demanda le chef. « Oui » répondit-elle en prenant la commande pour la 8e table. Cette nuit-là, elle se coucha plus tard que d'habitude. Son téléphone ne reçut aucun nouveau message. Dehors, il pleuvait toujours. Elle repensa au regard de Hale sans ressentir de peur,
juste un étrange silence lourd à l'intérieur. Elle ignorait qu'à ce même moment, dans un pentouse à l'autre bout de la ville, Carson Hale était assis près d'une immense fenêtre, un verre de vin à la main, repensant non pas à son vin ni à son steak, mais à la fois où, des années auparavant, on lui avait jeté quelques pièces par terre et il les avait ramassées sans lever les yeux. Carson ne dormait pas, non pas parce qu'il était en colère, mais parce que c'était plus compliqué. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait dit la vérité sans s'excuser. Il n'était pas habitué à ce sentiment, il ne pouvait pas le nommer. Il brûlait à l'intérieur, empêchant de dormir, de penser, d'oublier. Le lendemain matin, il annula une réunion avec des investisseurs pour laquelle il s'était préparé toute la semaine. Il dit à sa secrétaire qu'il ne se sentait pas bien, alors qu'en réalité il ressentait autre chose, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la honte. Il se versa un café fort et s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre panoramique. La ville s'éveillait, les voitures roulaient calmement, les rues brillaient après la pluie, les passants se dépêchaient. Il observait tout sans vraiment voir, seul son esprit était occupé par elle, Véronique, un nom étrange, simple, banal, mais qui lui restait en mémoire. Cela arrivait rarement. D'habitude, les gens étaient pour lui des fonctions, des habitudes, des réactions prévisibles. Mais elle était différente. Il se souvint de cette nuit comme s'il regardait un film sur quelqu'un d'autre. La scène au restaurant, sa voix calme, assurée, sans peur ni défi, juste claire. C'était étrange, inhabituel, dérangeant, mais puissant. Un bruit mécanique rouilla en lui, comme un mécanisme oublié. Il se leva, alla au coffre-fort, l'ouvrit, en sortit une vieille boîte contenant des lettres, des photos, un carnet et un ancien badge de serveur à son nom. Carson avait 16 ans alors. Il travaillait dans un café bon marché en périphérie. Son père est décédé 2 ans auparavant. Sa mère tenait à peine le coup. Il devait aider. Il apportait les plateaux, sortait les poubelles, essuyait les tables, supportait les insultes. Il se souvenait particulièrement bien d'un incident. Une vieille dame lui avait jeté quelques pièces par terre. « Mais c'est pour le thé, garçon », avait-elle dit sans même le regarder. Il s'est penché et les a ramassées, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne pouvait pas ne pas les ramasser. Il avait besoin de cet argent. Ce jour-là, il s'est juré. Un jour, il deviendra quelqu'un à qui on n'ose pas dire non. Il tint sa promesse. Plus de 20 ans ont passé, et maintenant une serveuse dans un restaurant chic le regarde dans les yeux et lui dit qu'il peut être humain. Carson se servit encore un café, noir, pas sucré, comme dans ce café. Il sentait quelque chose bouger en lui. Ce souvenir était la clé. Il ne voulait pas y penser, mais ne pouvait pas s'en empêcher. Il appela son assistant. « Trouve-moi le nom de cette serveuse qui m'a servi hier. »« Dans quel restaurant ?»« L'Élysée Table. » Tout allait mal, non, tout était juste. L'assistant se tut puis dit « Je reconnais. » Carson raccrocha, s'assit et regarda par la fenêtre. Le monde n'avait pas changé, mais lui avait commencé à changer. Ce soir-là, il reçut un dossier. Nom, Véronika Dmitrieva, 25 ans. 3 ans au restaurant sans remarque ni plainte. Elle vivait dans un appartement loué au sud-ouest de la ville. Pas de parents. Elle avait étudié mais n'avait pas fini. Elle avait dû travailler. Carson lut ces lignes et pensa encore à lui-même, à ses 16 ans. La mort de son père. Une mère qui manquait de médicaments. Le travail, le ressentiment, la promesse de devenir quelqu'un de plus. Et maintenant, cette femme qui ne possédait rien d'autre que sa dignité lui rappelait qui il avait été, qui il aurait pu rester. Il regarda longtemps l'écran, ouvrit un autre document, un ordre bancaire. Il fit un virement de 50 000 sans explication ni nom d'expéditeur, seulement sa signature, Carson Hale. Il ne savait pas si elle accepterait, mais cela n'avait pas d'importance. Ce n'était pas une compensation, ni une rançon, c'était un geste, une première étape pour redevenir lui-même. Pendant ce temps, Véronika était au comptoir, comme d'habitude. Sa journée touchait à sa fin. La journée avait été difficile, le café n'avait pas fonctionné depuis le matin, quelqu'un avait renversé du vin sur une nappe, un client à la table 9 se comportait comme un enfant. Elle était fatiguée. Puis le manager s'approcha d'elle, tenant une enveloppe blanche. Ça avait l'air officiel. Pour toi, juste ton nom,
pas d'instruction. Véronica prit l'enveloppe, l'ouvrit. À l'intérieur, un chèque de 50 000. Pas un mot, seulement la signature de Carson Hale. Son cœur battait plus vite. Ce n'était ni peur, ni joie, ni colère. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Son regard se fixa sur le montant. C'était plus que ce qu'elle gagnait en un an. Elle pensa aussitôt, se demande-t-il vraiment qu'il peut payer pour qu'elle garde le silence? Elle s'assit dans la salle de repos. Devant elle, l'enveloppe, à côté une tasse de thé bon marché. Elle ne savait pas quoi faire. Accepter voulait dire consentir. Refuser voulait dire rejeter, peut-être pas l'argent, mais le geste. Mais elle ne savait pas par quoi cela avait commencé ni ce que valait sa signature. Cette nuit-là, elle ne dormit pas longtemps. L'argent était dans son tiroir. Elle ne pouvait pas se forcer à le dépenser, ni même imaginer à quoi. C'était comme si ce n'était pas de l'argent, mais une question à laquelle elle devait encore répondre. On peut évaluer les choses, comprendre les actes. Mais que faire avec un cadeau silencieux d'une personne habituée à donner des ordres? Et peut-on croire qu'il veut vraiment changer? Véronica tenait l'enveloppe dans ses mains pour la 3e nuit consécutive. Elle était posée au bord de la table comme un défi. Elle la regardait comme une lettre étrangère, qu'on ne peut pas ouvrir, mais qu'on ne peut pas ne pas ouvrir. Au travail, elle n'en parlait pas. Et à qui? Elle avait peu d'amis. Celle de l'école était partie depuis longtemps. Celle qui restait menait une autre vie, enfant, hypothèque, voisin dans l'immeuble. Elle avait ses livres, son studio, et de longues journées de travail. Le manager qui lui avait donné l'enveloppe n'avait rien dit mais la regardait avec curiosité. Des rumeurs commencèrent à courir au restaurant. Certains murmuraient que Hale l'avait achetée, d'autres que c'était elle qui lui avait sauvé la vie, et qu'il la remerciait ainsi. Véronica gardait le silence. Elle ne savait tout simplement pas quoi penser. Une semaine après l'incident, elle travaillait de nouveau près de la fenêtre. Il neigeait, léger, sec, presque invisible. Il y avait moins de clients que d'habitude. Le temps empêchait ceux qui voulaient briller. Elle servait la table 8 quand un des jeunes serveurs s'approcha doucement. À l'entrée, on vous demande, qui est-ce? Il ne dit pas plus. Un adulte sans manteau, debout, semblait ne pas savoir s'il devait entrer ou partir. Véronica s'essuya les mains, remit son tablier en place et alla vers le vestiaire. Dès les premiers pas, elle reconnut Carson Hale, sans garde du corps, sans accompagnant, sans masque arrogant. Il la regarda, puis pour la première fois détourna le regard. « Pouvez-vous me consacrer 1 minute ?» Elle hocha la tête. Il fit signe vers une salle vide, une attente près de la fenêtre. Ils s'assirent. Il ne commença pas tout de suite. Fit une pause comme s'il cherchait ses mots. « Je suis habitué à être le patron, » dit-il enfin. « Je suis habitué au silence ou à l'accord, même quand j'ai tort, surtout quand j'ai tort. » Véronica resta silencieuse. Il continua. « Mais ce soir-là, vous ne vous êtes pas disputé, vous n'avez pas crié, ni eu de conflit. Vous m'avez juste rappelé que je suis un homme et que vous êtes un homme égal. Et j'ai compris que j'étais devenu celui que je méprisais dans ma jeunesse. » Elle écoutait sans interrompre. Ce n'était pas une confession, c'était l'aveu d'un homme qui avait trouvé le courage de parler quand il est trop tard, mais encore nécessaire. Il sortit de sa poche intérieure une 2e enveloppe, différente de la première, plus épaisse, et la posa sur la table. « Je vous ai envoyé un chèque, » dit-il, pas comme paiement, pas comme cadeau, mais comme réaction. Puis il comprit que ce n'était pas ça, pas tout. « Et je suis venu pour expliquer. » Elle a pris l'enveloppe et l'a ouverte. Il n'y avait pas d'argent, seulement une lettre et un document joint. Une invitation avec une proposition de prendre le poste de directrice exécutive d'un fonds créé au sein de son groupe médiatique. Le but du fonds est de soutenir les femmes confrontées à des circonstances difficiles, solitude, violence, pression sociale. Le fonds s'appelait « La voix de Véronique ». Elle a levé les yeux, ne comprenant pas tout de suite quoi dire. Il semblait avoir lu ses pensées. Je veux que ce fonds soit dirigé non pas par un politicien, une figure médiatique ou quelqu'un qui sait bien parler, mais par quelqu'un qui sait parler simplement quand tout le monde se tait. Le silence. Elle sentait tout se mélanger en elle, confusion, anxiété, quelque chose qui ressemblait à de la fierté.
Mais surtout, le doute. « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» demanda-t-elle enfin. « Je ne suis personne. Je n'ai même pas fini l'université. Je n'ai pas d'expérience. Vous en avez d'autres. Quand tout le monde s'est tu dans la salle, vous avez parlé non pas pour gagner, mais pour rappeler. Et je veux que votre voix ne soit pas seulement dans cette salle. » Elle ne répondit pas tout de suite, remit simplement la lettre dans l'enveloppe, puis le regarda. « J'ai besoin de réfléchir. » Il hocha la tête, sans insister. Il se leva, la regarda à nouveau, mais sans l'agressivité d'avant. Il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, pas de la douceur, mais du respect. « Je vous laisse mes contacts. Réfléchissez autant que nécessaire. » Il partit, comme avant, calmement, sans pompe, mais cette fois, elle ne s'enfuit pas. Simplement, humainement. Cette nuit-là, Véronique ne put de nouveau dormir longtemps. L'expression « directrice d'un fonds » lui semblait venir d'un autre monde. Elle n'arrivait même pas à imaginer comment c'était possible. Mais au fond d'elle, quelque part, elle le savait. Après cette soirée, cette rencontre, elle ne pouvait plus être simplement serveuse comme si rien ne s'était passé. Elle sortit un vieux carnet de son tiroir. Quand elle était enfant, elle y écrivait ses rêves, étudier, aider, faire quelque chose de vrai. Puis la vie avait changé, mais le carnet était resté, avec ses lignes aussi. Maintenant, elle les lisait et comprenait. Peut-être que quelqu'un venait de lui rouvrir la porte vers cette vie dont elle avait rêvé. Il y a des décisions prises en un instant, et d'autres qui demandent tout, nerfs, peur, passé. Mais vient un matin où une personne met d'autres vêtements et fait le premier pas. Une semaine après avoir parlé avec Carson Hale, Véronique remit sa démission. Le restaurant fut stupéfait. Le chef fronça les sourcils. Le manager échangea un regard avec le comptable. Tous pensaient que c'était à cause du scandale. Elle n'expliqua rien, signa les papiers, rendit son uniforme et traversa la salle. Pour la dernière fois, elle laissait là 3 ans de sa vie et une phrase qui avait changé son destin. Le fond, la voix de Véronique, se trouvait au centre-ville, au 7e étage d'un grand immeuble en verre, ni dans une tour ni au sous-sol. Sobre, lumineux. Sur la porte, une plaque qu'elle ne vit que le jour de sa première visite. Sous son nom, il y avait l'inscription « Directrice exécutive ». Véronique serra la sangle de son sac et entra. À l'intérieur, 3 bureaux, une salle commune, un tableau de projet. Plusieurs jeunes femmes discutaient devant des ordinateurs portables. Une certaine Marina s'approcha et tendit la main. « Bienvenue. Nous vous attendions. » Depuis, tout avait changé et commencé par des études. Carson avait assisté. Avant de diriger le fonds, elle devait suivre une formation en gestion d'organisation à but non lucratif. Ce furent 2 mois d'immersion, conférences, études de cas, travail en groupe, rencontres avec des mentors. Au début, elle se sentait étrangère. Les autres avaient de l'expérience, parlaient en termes techniques, connaissaient les acronymes. Elle restait silencieuse, prenait des notes, lisait la nuit. Le temps des services en restauration avait laissé place à un emploi du temps d'étude et d'analyse. Parfois, elle voulait abandonner, mais elle se rappelait cette soirée, non pas pour la revivre, mais parce qu'elle lui rappelait que sa voix comptait. Après 2 mois, elle revint au bureau du fonds, désormais certaine de ce qu'elle faisait. Elle réunit l'équipe et déclara : « Nous aurons 3 axes. Le premier, aide psychologique d'urgence aux femmes victimes de violences. Le deuxième, cours de finances personnelles et insertion professionnelle. Le troisième, soutien aux mères célibataires, nourriture, logement, accompagnement. » Marina hocha la tête. 2 autres, une jeune juriste et une psychologue, prenaient des notes. Quelqu'un demanda : « Par quoi commence-t-on » Véronique répondit sans hésiter : « Par ceux qui n'ont pas le temps d'attendre. » Ils commencèrent par un refuge, négocièrent avec des bénévoles, cherchèrent un local, collectèrent des dons, puis firent appel à des avocats bénévoles. Les premiers appels arrivèrent, les premières femmes, les premières histoires. Véronique les écoutait et se reconnaissait en elles. Pas littéralement, mais dans la peur, le chaos, la solitude. Elle savait ce que c'était que d'avoir l'impression que personne ne t'entend. Et maintenant, elle pouvait devenir celle qui écoute. Un jour, on frappa à la porte de son bureau. C'était une jeune femme d'environ 20 ans, aux cheveux foncés,
portant une veste trop grande, un sac à la main, le regard vide. On m'a dit qu'on est d'ici. Asseyez-vous, dit calmement Véronique. C'était Daria. Elle vivait avec un homme qui buvait, puis frappait, puis l'avait chassé. Elle n'avait personne, pas de travail, ses papiers étaient presque périmés, pas de nourriture ni de logement. Véronique écouta, prit des notes, fit appel à un juriste, une psychologue, des bénévoles. Le soir même, Daria était au refuge. 3 jours plus tard, elle avait de nouveaux papiers. Une semaine plus tard, une place à des cours gratuits. 1 mois plus tard, son premier travail dans une pâtisserie. Daria confia ensuite, « Je suis venu ici parce que vous ne ressemblez pas à un fonctionnaire. Vous avez écouté. C'était comme si j'étais redevenue une personne. » Véronique resta silencieuse longtemps après ces mots, puis sortit dans le couloir et s'enferma dans la salle de repos. Elle s'assit sur une chaise. Pour la première fois depuis longtemps, elle a pleuré, non pas de douleur, mais parce que tout cela était réel. 1 mois plus tard, le fonds fut invité à une conférence de presse. Les journalistes, partenaires et représentants de la ville étaient réunis. La salle était bruyante, les lumières et les caméras allumées. Carson était assis sur le côté, en costume, sans garde du corps ni assistant. Il ne monta pas sur scène. Véronica monta sur scène. Les journalistes étaient assistants. Pourquoi elle, pourquoi pas un grand spécialiste, pourquoi le fond porte-t-il son nom? Elle regarda la salle comme autrefois face à Carson et répondit, « Parce que dans cette salle, quand tout le monde se taisait, moi, je parlais. » Une phrase simple, mais la salle se tut. Plus tard, Carson prit la parole brièvement. On dit que le pouvoir corrompt, c'est vrai, mais parfois, très rarement, une voix honnête te rend ton visage. Cette même nuit, Véronica resta longtemps assise près de la fenêtre. La ville bruissait derrière la vitre. Sa boîte mail était pleine de messages de femmes disant « Vous m'avez redonné espoir ». Elle ferma son ordinateur, prit un vieux cahier et écrivit sur la dernière page. Aujourd'hui j'ai compris que je n'ai pas changé le monde, j'ai juste rendu le silence plus doux pour que quelqu'un puisse parler. Parfois, tout finit par des applaudissements, parfois par le silence, et parfois par une simple phrase que l'on se dit le matin devant le miroir et où l'on se reconnaît enfin. 6 mois plus tard, le fond La Voix de Véronica fonctionnait déjà dans 3 directions comme elle l'avait imaginé. Un refuge de 20 places, des cours hebdomadaires, une hotline, une équipe qui grandissait. Des bénévoles des universités, des médecins, des juristes, des informaticiens qui avaient créé un site gratuitement. Plusieurs entreprises faisaient des dons réguliers. Chaque matin commençait de la même façon. Thé dans la cuisine, file d'attente pour les appels, vérification des rapports. Dans les couloirs, les rires d'enfants. Des femmes avec leurs enfants arrivaient au refuge. Parfois c'était difficile, parfois elles pensaient manquer de force. Mais quand Véronica entendait un merci murmuré, c'était suffisant pour continuer. Les journalistes écrivaient toujours. Les titres variaient. Comment une serveuse a changé un magnate des médias, la force du courage silencieux. Certains articles étaient pompeux, elle ne les aimait pas. D'autres étaient bienveillants, précis. On y lisait, Véronica ne sauvait personne, elle ne détournait pas le regard. On lui demandait de parler, de donner des interviews, elle refusait. Trop de paroles autour, trop peu d'action. Elle avait choisi l'action. Un jour, elle dut monter sur scène. À une conférence municipale sur la politique sociale, où tous étaient invités, fonctionnaires, entreprises, organisations. Véronica avait d'abord dit non, mais Carson avait insisté. Pas pour la publicité, disait-il, mais pour ceux qui écouteraient. Ton voix est nécessaire, pas à moi. Elle accepta, sans caméra, sans banderole publicitaire, juste un discours vivant. Il y avait environ 100 personnes dans la salle. Elle était au premier rang avec un dossier. À l'intérieur, un discours écrit la nuit, sec et clair. Mais quand son nom fut annoncé, elle laissa tomber le dossier, prit le micro, regarda la salle et parla. Quand je travaillais comme serveuse, j'avais beaucoup d'occasions de me taire, d'accepter, de sourire même quand on me criait dessus. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une survie. Mais un jour, j'ai compris que si je me taisais encore, je ne serais plus moi-même. Elle fit une pause, puis continua, le pouvoir, ce n'est pas que de l'argent. Le pouvoir,
c'est la possibilité de parler quand les autres ne le peuvent pas. Ce soir-là, au restaurant, elle avait juste rappelé qu'au-delà du steak et du costume, il y avait un homme, ni plus ni moins. La salle écoutait, silencieuse, sans chuchotement, sans téléphone. Même les fonctionnaires ne l'interrompaient pas. Aujourd'hui, je suis ici non pas parce que j'ai un diplôme ou des relations, mais parce qu'un homme fort et influent m'a entendu au lieu d'ordonner. Cela arrive rarement, mais c'est suffisant pour changer une vie. Une pause. Quelqu'un applaudit. Les autres écoutent simplement, assimilent. Elle termina, « Je ne veux pas qu'on m'appelle un héros. Je veux qu'il y ait plus de voix comme la mienne. Parce que dans un monde où on parle trop, la vraie force est de savoir parler quand tout le monde se tait. » Après le discours, des femmes s'approchèrent, étudiantes, mères, assistantes sociales. Elles parlaient doucement, lèvres pincées, comme si elles craignaient d'être interrompues. Elles remerciaient, partageaient, demandaient comment aider. Plus tard, Carson arriva. Il avait changé, plus calme, détendu. Il ne regardait plus les autres de haut. « Tu étais vrai, » dit-il. « Ils le sentent ?»« Toujours, » répondit Véronica en souriant, puis demanda soudain. « Regrettez-vous d'être parti ce jour-là » Il la regarda, « Longtemps ?»« Non, » répondit-il, « parce que si j'étais resté, tout aurait été différent. J'aurais présenté des excuses par politesse, laissé un pourboire et je serais reparti le même. Et toi, tu m'as donné la chance de devenir un autre. Pas ce soir-là, plus tard, mais grâce à toi. » 2 mois plus tard, le fonds reçut un prix. L'argent servit à ouvrir un second refuge. Daria, cette jeune fille à la veste, dirigeait maintenant un groupe de soutien, aidant les autres comme on l'avait aidé. Un club pour adolescents vit le jour. Un psychologue donnait des cours aux femmes qui avaient peur de commencer une relation après avoir subi des violences. La vie continuait. Un matin tôt, Véronica se leva comme d'habitude, fit du thé, regarda par la fenêtre. La ville s'éveillait comme cette nuit où il pleuvait et son cœur bourdonnait de tension. Maintenant, il y avait le silence. Elle s'approcha du miroir, regarda son reflet, un visage calme, des yeux fatigués, un regard ferme. Pour la première fois depuis longtemps, elle se reconnut.